Michael Lueken est professeur à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Il est historien spécialiste du Japon moderne et contemporain, auteur d'ouvrages tels que Les Japonais et la guerre, 1937-1952, chez Fayard en 2013, ou Le Japon grec, culture et possession, publié chez Gallimard en 2019. Samedi 14 janvier 2023, Michael Lueken était invité à la librairie Ombre Blanche pour présenter son dernier livre, aux éditions Amsterdam, L'Universel étranger. Bonne écoute. Merci beaucoup à Ombre Blanche pour cet accueil. Merci à vous pour cette présentation. Merci à vous tous d'être présents là ce soir. Je suis ravi d'être ici pour la troisième fois à Ombre Blanche. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu mon travail, en effet, j'ai surtout travaillé sur le Japon. Mais il y a quelques années, c'est parti du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche qui s'est tourné vers mon université, les Langzhou, pour demander au fond pourquoi il faut continuer à soutenir un établissement comme celui-ci qui enseigne le Wolof, le Swahili, des langues où il y a très peu d'effectifs. Et mon président, à l'époque, m'a contacté avec d'autres collègues pour essayer de former une réponse à fournir au ministère. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse et pourquoi est-ce qu'il faut continuer à s'intéresser à ces différentes langues du monde, même quand il n'y a pas beaucoup d'étudiants et de public pour cela. Et ça a été le point de départ de ma réflexion. Et j'ai profité du Covid pour coucher sur le papier ce travail, à une époque où je ne pouvais pas aller au Japon et faire de la recherche comme je faisais avant. Je commence par un exemple, celui des planisphères. Vous voyez, planisphère, il y en a en Australie, vous allez la trouver avec l'Australie au centre. La planisphère va être inversée d'ailleurs, le sud au nord, le nord au sud. En tout cas, c'est l'impression qu'on pourra avoir. Vous allez aux États-Unis, une planisphère, vous allez avoir les États-Unis au centre, et puis l'Europe un peu sur les marges. Vous allez une planisphère en Chine ou au Japon, vous allez avoir le Japon, la Chine un peu au centre, et puis l'Europe là encore sur les marges. Mais enfin, peu importe, d'une certaine manière, tout le monde va être quelque part. On pourra ne pas être au centre, mais on sera quelque part. On aura quand même une place. Autrement dit, la manière dont la géographie, les planisphères pensent le monde donne une petite place à chacun. Par contre, quand on se déplace du côté de l'enseignement des civilisations et cultures, c'est-à-dire qu'on sort d'une logique simplement de description géographique au sens de la géographie physique, qu'on va dans une géographie qui serait une géographie des langues, une géographie des civilisations, une géographie des cultures. On est très 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 loin de ce type de planisphère. Il n'y a pas un seul pays qui a un système universitaire qui ait la résonance, la largeur de ces planisphères. Un pays comme la France a des universités qui, en moyenne, enseignent une vingtaine de langues. À Toulouse-le-Mirail, c'est l'anglais plus 12 langues. C'est très peu comparé aux 674 langues, par exemple, dans lesquelles la Bible est traduite. Vous voyez, donc il y a au moins, on parle de centaines, voire de milliers de langues existantes dans le monde, mais si on prend que les langues qui sont des langues écrites, dans lesquelles on peut traduire, il y en a donc plus de 600. Idem pour la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est un autre des grands textes, traduit dans des centaines et des centaines de langues, 450 si ma mémoire est bonne. Bref, on a d'une part une vision comme ça physique du monde où chacun peut avoir sa place quelque part, et une vision, on va dire, des langues, des civilisations et des cultures telles qu'elles sont enseignées au peuple à travers des universités qui pourtant, dans le mot même, devraient viser à l'universel, qui sont extrêmement pauvres. C'est une petite toile d'araignée que chacun a autour de lui, bien restreinte, souvent en fonction de ses affinités, alors les voisins souvent, quelques pays parce qu'il y a eu des relations souvent d'ailleurs de domination, de prédation dans le cadre européen, mais pas simplement européen.
parfois un ou deux puissants, la Chine, le Japon, la Corée, dans le monde actuel. Enfin, rien qui corresponde à une universalité réelle. Ça, c'est donc un point de départ qui est quand même tout à fait frappant. On voit que, d'une certaine manière, dès qu'on se déplace du côté d'une représentation, d'une vision du monde qui intègre la diversité linguistique, civilisationnelle, culturelle, on n'arrive pas à avoir une vision véritablement universelle. On a donc quelque part un rapport à l'universel qui est encore lacunaire. C'est dans ce sens que ce titre que je propose est à double sens. C'est à la fois l'universel qui nous est encore étranger. L'universel est une notion qui nous est encore étrangère. En fait, on la comprend mal. Et je vais essayer de développer pourquoi. Et de l'autre, j'essaie de proposer l'idée que la notion même d'étranger mériterait d'être universalisée, car au fond, partout où l'on aille, bien sûr en tenant compte de la différence des expressions, des formulations, puisque chaque langue a sa manière de désigner ce qui est étranger, eh bien, on peut peut-être se mettre d'accord sur un ensemble de rapports à ce qui est l'étranger. Vous avez peut-être en tête que la notion même d'étranger a beaucoup posé problème depuis au moins 30-40 ans. On a essayé de la mettre à l'écart du débat académique, et à raison, dans le contexte qui était le contexte de l'époque postcoloniale. L'étranger, ça a souvent été utilisé pour rejeter quelqu'un qui était différent, qui éventuellement était l'ennemi. On voit encore les résonances de cette pensée aujourd'hui. Ce n'est pas du tout, évidemment, une volonté d'aller en arrière et d'essayer de revisiter cette conception ancienne de l'étranger. Au contraire, c'est d'essayer de tenir compte du fait que partout, il y a des différences de langue, de culture, de civilisation, de point de vue, et que donc cette réalité phénoménologique de l'étranger, il faut essayer de faire avec, et pas simplement de se contenter de notions comme l'altérité, soit l'autre, qui sont des notions qui écrasent énormément la différence. Donc j'ai essayé de prendre à bras-le-corps cette notion de l'étranger pour essayer de proposer une science des rapports à l'étranger sur lesquels on pourrait se mettre d'accord, nonobstant les différences de langue et de point de vue. Ça a été donc mon point de départ général. Et j'ai essayé de dégager, au fur et à mesure de ma réflexion, des rapports qui soient le plus généraux possible à cet étranger. Et il m'est apparu qu'il y en avait 4 fondamentaux, qu'on retrouve partout et à toutes les époques. Le premier, c'est la prédation. Vous imaginez, on peut se déplacer très lointain en arrière dans le temps, et on a un homme ou une femme qui voit au loin une lumière d'un autre groupe ethnique. Il y a quelque chose qui se passe, ça a l'air intéressant, il y a à manger, il y a diverses choses. Il a envie de connaître ce qui se passe, il va regarder les horaires, à quelle heure ils sont présents. On essaie de connaître l'autre pour éventuellement lui prendre ce qu'il a. Vous avez bien évidemment en tête que c'est encore valable dans de nombreux conflits, guerres, où on essaye de prendre des territoires, des biens, de l'argent, des compétences, bref. La prédation est un des mouvements, peut-être le mouvement le plus universel que l'on peut avoir à l'étranger. Le deuxième est, je dirais, un mouvement inverse, c'est un mouvement critique, c'est-à-dire on voit chez l'autre des choses qui n'existent pas dans son petit univers. Et donc on se dit, c'est pas mal, c'est mieux même. Et donc on va essayer de regarder pour importer, on va critiquer ce qu'on connaît chez soi à la lumière de ce qu'on voit ailleurs. C'est le deuxième rapport, le rapport critique. Et puis on peut imaginer aussi une situation où toujours cette personne-là qui regarde un village qu'il ne connaît pas bien, puis s'aperçoit que, oui, ils font comme nous. Ah oui, il y a du feu. Et puis le rapport aux enfants est un peu similaire. Bref,
on aperçoit des parentés, on aperçoit du commun. Et on essaye de dégager, peut-être encore plus loin, quelque chose qui serait général à tous les hommes. On tire vers l'universel. C'est la généralisation, l'universalité. C'est le troisième mode qui me paraît caractéristique de toute possible xénologie ou science des réalités étrangères. Et enfin, il y en a un quatrième qui me paraît peut-être le plus intéressant. C'est celui sur lequel, en définitive, je m'oriente et vers lequel j'ai essayé de mettre l'accent. C'est celui qui veut que cet homme-là, qui était toujours un petit peu avant la frontière, tel que je l'ai esquissé jusqu'à présent, il franchit le pas et il se rend dans le lieu de l'autre. Et puis, il s'y installe. Et puis, il commence à prendre les habits de l'autre, parce que c'est comme ça qu'on fait. Et puis, il commence à parler comme l'autre, puis il commence à s'habiller comme l'autre, à manger comme l'autre. Bref, au fur et à mesure, il se transforme. C'est le quatrième rapport qui me semble le quatrième rapport essentiel, c'est la transformation au contact de l'étranger. Et je ne vois pas d'autres types de rapports qui soient aussi ubiquitaires et atemporels. Donc mon livre est construit autour de ces 4 rapports fondamentaux à l'étranger, et c'est autour d'eux que je construis ce projet xénologique. Je ne vais pas détailler l'ensemble de ces chapitres. J'aimerais mettre l'accent sur 3 points qui correspondent fondamentalement à des points saillants des premiers, deuxième et quatrième mouvements, c'est-à-dire la question de la prédation, troisième mouvement, la question de l'universel et la question de la transformation. S'agissant de la prédation, il me semble qu'on a vraiment quelque chose qui est massif. Ce n'est pas quelque chose qui, je crois, peut s'éliminer. On le voit dans la langue, on le voit dans l'histoire, on le voit dans les rapports géopolitiques, on le voit dans les institutions. C'est frappant, par exemple, comment, depuis le XVIIIe siècle, la notion même de préhension-prédation s'est infiltrée dans notre vocabulaire. Avant le XVIIIe siècle, on parlait de connaissance, on parlait de savoir, on parlait de transmission. Aujourd'hui, on est incapable de parler de science, et donc du monde, dans une perspective de sens social et humaine, sans employer des mots d'un registre de type acquérir, prendre, comprendre, apprendre, saisir, appréhender. On est absolument imprégné de ce vocabulaire. Notre rapport linguistique au monde est un rapport de préhension. Et ce qui est phénoménal, c'est de voir à quel point ça s'est propagé. Ce n'est pas tout d'un coup tous les peuples qui se sont mis à penser de cette manière, mais peu à peu, par contamination, dans des rapports de force, ça s'est diffusé. Au Japon, en Chine, on parle aujourd'hui en termes de préhension, prédation, ce qui n'était pas le cas au XIXe siècle, sous l'influence des langues occidentales. Donc c'est un mouvement comme ça général. Et bien évidemment, les rapports institutionnels, les rapports entre les pays vont dans ce sens. Et je trouve que particulièrement dans un pays comme la France, on est dans une position complexe par rapport à cette question-là. On a une vision du monde depuis l'effondrement de l'empire colonial qui n'a pas pu être renouvelée. On est pris entre, d'une part, ce rapport logiquement très problématique au passé colonial, à la pression américaine, aujourd'hui à la pression chinoise. Bref, je vois un rapport très délicat au monde qui s'exprime dans des institutions comme celle à laquelle j'appartiens et plus généralement qui s'exprime dans le fait qu'il y a une difficulté, à mon sens, à concevoir ce que sont les études étrangères. D'ailleurs, les mots mêmes sont problématiques en français. On voit le ministère qui hésite, qui dit « Ah, ce sont des cursus de langue et civilisation étrangère ». Puis après, un an plus tard, non, de langue et culture étrangère. Ou alors il dit « Ah non, de langue et civilisation du monde ». Bref, il y a un flou terminologique qui montre un problème de conceptualisation. Je crois que c'est particulièrement sensible en France. Il y a des expressions, par exemple, qui sont proposées par certains qui n'arrivent pas à pénétrer. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont entendu parler de la notion d'étude aréale.
Ça ne dit pas grand-chose ici en France. Étude aréale. Ça vient de l'anglais. En anglais, Area Studies, c'est une notion qui est tout à fait claire. Une étude des zones, une étude par zone. Donc on voit qu'on a un problème de conceptualisation en français en particulier. Donc ça me semble un point important. Et je dirais donc plus généralement que l'horizon que nous devons avoir, une fois qu'on a pris conscience du fait que le rapport à l'étranger possède une dimension conflictuelle, de rapport de force, avec cette préhension-prédation qui est souvent présente, il y a deux possibilités. Soit on dit, on va essayer d'étouffer le feu. On va étouffer le feu et on va priver, au fond, la civilisation humaine, l'homme, de cette tension. Comment ? En essayant d'unifier les choses. Un parlement mondial, essayer de trouver une langue qui fédère les hommes. Vous voyez ce rêve unitaire qui court de Kant jusqu'au cosmopolitisme de gens comme Ulrich Beck, qui est un magnifique projet, mais qui se heurte génération après génération à la difficulté des peuples à vouloir embrasser cette langue vernaculaire pour tout le monde ou à trouver un centre adéquat à partir duquel porter ce projet. Parce que si c'est New York le centre, c'est pas la même chose que si c'est Londres ou que c'est Pékin ou que c'est Tokyo. Et ça change les choses, bien évidemment. Bref, je crois que plutôt que de vouloir éteindre le feu, que de vouloir dire on va supprimer la force, les rapports de force dans cette perspective, on va dire kantienne, post-kantienne, il faut faire avec, comme un certain nombre de philosophes dans une tradition réaliste le font. Deuxième point, la question de l'universel. Alors, la question de l'universel, elle a été massivement critiquée depuis, je dirais, 30-40 ans. On sait que ce qui est universel pour les uns n'est pas forcément universel pour les autres. On sait bien aussi que l'universel et l'universalisme a une tradition chrétienne qui est massive. Jusqu'au XIXe siècle, l'universalisme n'avait pas du tout le sens qu'il a au XXe. L'universaliste, c'était un mot chrétien, c'était l'idée que tous les êtres sont appelés à être sauvés une fois leur mort survenue. C'est donc il y a des continuités très fortes entre l'imaginaire chrétien et l'imaginaire moderne. Bref, la notion d'universel a beaucoup été critiquée. Et c'est vrai que quand on regarde le foisonnement des langues, la différence des langues, c'est frappant de voir à quel point même des textes aussi fondamentaux que la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est une sorte de pilier, de pivot de l'universalisme, ce grand texte qui à la fois qui a commencé à être construit à partir de la Révolution française jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il suffit de regarder les différentes traductions qui ont été faites dans les différentes langues du monde pour se rendre compte à quel point c'est problématique. Un, parce qu'il y a des langues officielles et qu'il y a des langues qui sont non officielles. Bref, qu'il y a un centre qui est l'anglais et le français, puis ensuite ça dérive vers des langues périphériques. Au fond, on reste dans une logique très auto-centrée. Et puis, surtout parce que quand on regarde dans le détail les manières dont les mots sont traduits, on se rend bien compte que ce qui paraît évident dans une langue peut l'être beaucoup moins dans une autre. En français, regardez, des déclarations universelles des droits de l'homme. Je ne sais pas, on en a presque un plaisir. Ça roule dans la bouche. On a quelque chose d'évident. Beaucoup ont grandi avec cette idée que la France était porteuse de cette vision universelle. Et puis il y a les droits de l'homme qui aussi sont une notion extrêmement familière et très positive. Regardez en chinois. Alors pour universel, déjà les mots ne sont pas les mêmes au cours du texte. Entre le titre, les articles dans le texte, ça change. Le mot qui est pour universel dans le titre, déclaration universelle, c'est shijie, sekai en japonais. C'est le monde d'ici. En plus, bon, il ne faut pas toujours tirer les mots vers leur étymologie, mais sekai, c'est 30 ans, c'est une ère, une génération. Kai, c'est le champ, enfin, c'est le périmètre, c'est le rapport entre deux champs, c'est donc un terrain clos. Donc c'est vraiment le monde mondain. Ça n'a rien à voir avec ce côté absolument ouvert de l'univers et de l'universel. Vous voyez, cette logique infinie, c'est le monde. Donc ça peut changer.
C'est valable aujourd'hui parce qu'on est d'accord, mais si c'est juste ce qui se passe dans le monde, ben, peut-être la génération d'après, elle verra les choses autrement. Regardez John Chuang, Jinkai en japonais, le droit de l'homme. C'est des néologismes, ça sent encore le néologisme. C'est arrivé au 19e siècle, il y a eu des débats tout au cours du 20e pour savoir si vraiment c'était une notion chinoise ou une japonaise. Mais en fait, non, c'est quand même vraiment imposé par l'Occident. Bref, c'est des mots qui, comme on dit en japonais, qui sentent le beurre. Hein. C'est-à-dire qui sentent l'Occident, sentent l'Europe. Hein. Un batakusai. Et donc, imaginez qu'en français, la Déclaration universelle des droits de l'homme se dise pour essayer de faire sentir, parce que ce n'est pas simplement les mots et les concepts, c'est vraiment ce qu'ils produisent comme effet. Ce serait un peu la déclaration des human rights, ou la déclaration des human rights, je le francise, hein, la déclaration des human rights pour le monde. Et c'est déjà plus tout à fait la même chose. Ou alors, on pourrait aller encore tirer, je ne sais pas, un autre mot, par exemple, il y a le mot Ubuntu qu'on utilise, qui vient des langues d'Afrique australe, ce serait la déclaration pour l'homme Ubuntu. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas tout à fait nous. Vous voyez, ce genre de phénomène. Et donc, ça rend l'universel un peu problématique. Dès qu'on le tire vers les langues, Nietzsche l'a dit il y a bien longtemps, dès qu'on regarde la variété des langues et toutes leurs tensions, on se rend bien compte que l'universel, d'une certaine manière, est inaccessible pratiquement dans une perspective monolingue. Monolinguistiquement, on n'arrive pas à l'universel. Donc, on ne peut penser l'universel que d'une manière plurilingue. Il faut prendre compte de la réalité plurilingue du monde si l'on veut accéder à quelque chose de l'universel. C'est donc là que j'arrive à mon dernier temps, qui est celui de la transformation, mais quand je mets ça en avant, le fait qu'il faut tenir compte de la diversité des langues, pour autant, mon but n'est pas d'arriver à une pluriversité. Vous savez, on a pu opposer l'université ou l'universel au pluriversel ou à la pluriversité. C'est des concepts qui ont été proposés. Mais c'est un mouvement de fragmentation du monde qui, je crois, a comme danger de laisser échapper l'horizon de la généralité. Et comment est-ce qu'on arrive à faire humanité? Comment est-ce qu'on arrive à être commun? Comment est-ce qu'on arrive à communiquer si on va de ce côté-là? Donc je crois qu'il est important, et le risque évidemment c'est de se replier absolument sur les rapports de force. Hein, si on laisse l'idée de l'universel et de l'universalisme, en tout cas de l'universel, on se rabat très violemment sur des rapports de force, même s'il y a une dimension critique au départ. L'horizon, ça va être la tension. Donc je crois important, c'est ma position, de trouver, en tout cas d'essayer mais ce n'a pas été seulement la mienne, c'est, je crois, notre génération, et j'espère que les jeunes parmi l'assistance et les jeunes en général sauront construire un universalisme de type nouveau. Ou en tout cas un rapport à l'univers, à la généralité d'un type nouveau. Ma proposition passe par ce que j'appelle donc la transformation, qui est ce quatrième type de rapport à l'étranger. Vous le savez, il y a cette expression italienne, traduttore, traditore, hein, le traducteur, il trahit. On pense toujours qu'il trahit le texte. D'une certaine manière, je crois que, ça c'est ma propre expérience de traducteur, hein, on se trahit aussi beaucoup soi-même, hein, au sens où, très souvent, à force de se frotter à des textes étrangers, des concepts étrangers, à des histoires étrangères, hein, on se rend compte que ce qu'on pensait au départ était faux, pas tout à fait juste, hein, simple, hein, et incomplet. Bref, hein, on se transforme à traduire. Quand on acquiert, et je crois que tous ceux parmi vous qui ont fait ce chemin de s'intéresser en profondeur à une langue ou à une culture différente, hein, eh bien, ont eu ce sentiment de se transformer, ne serait-ce que faire un voyage à l'étranger. Je prends souvent l'exemple de gamins qu'on enverrait
en troisième à travers le monde. Certains sont allés en Australie, d'autres sont allés en Espagne, d'autres sont allés en Chine, etc. Ils n'ont pas du tout vu les mêmes choses, ils n'ont pas senti les mêmes odeurs, hein, mais ils reviennent riches d'une expérience commune du dépaysement. Et je crois que cette leçon, elle est absolument essentielle, elle peut être appliquée à la question de la langue qui, comme je le disais tout à l'heure, est absolument centrale. Et donc ma proposition est celle-ci. Sachant que je considère que, j'ai essayé de le dire tout à l'heure, qu'il y a toujours un rapport de force entre les cultures, les langues, les hommes, et que ça se passe d'abord dans la langue. Que, comme disait Bourdieu, celui qui est en position haute a toujours du mal à entendre ce que dit celui qui est en position basse. Le grand ponte a du mal à entendre le jeune étudiant, le grand patron a du mal à entendre son ouvrier, et on pourrait multiplier les exemples. Et c'est vrai aussi dans un rapport collectif entre des grandes langues qui ont un sentiment de domination et des petites langues qui sont connues par peu de gens. C'est une évidence dans un rapport colonial. N'importe quel enfant, femme, colon bien sûr, marin, soldat, qui appartenant à un pays puissant se rendait dans un pays moins puissant, il n'apprenait pas la langue, il pouvait passer 20 ans sur place, il revenait, il ne savait pas un mot. Alors que l'inverse, vous imaginez bien, un jeune gamin qui a franchi la Méditerranée, qui arrive ici, ou qui arrive en Chine, ou qui arrive dans un pays et qui a absolument besoin de manger, de travailler, de vivre, en un mois, il bredouille. Hein. En un mois, il sait parler. Donc, la capacité à entendre et à parler une langue comprend, avant même toute considération d'ordre subjectif, technique, connaissance de vocabulaire, compétences intellectuelles, linguistiques, etc., un rapport, un certain rapport social qui prédétermine la communication. Si on accepte cette position-là et qu'on l'étend au rapport des langues en général, et qu'on accepte qu'il y a des langues qui sont plus puissantes que d'autres, ce qui semble assez évident quand on regarde comment le monde fonctionne, ce qui semble évident quand on voit les choix éducatifs des parents à l'école, qui toujours essayent de transmettre à leurs enfants des langues plus puissantes pour leur donner plus de chances, pour être plus forts. Ou alors des langues qui sont plus prestigieuses, l'allemand, le latin avant, le grec. Vous voyez ? Je crois qu'il faut faire le mouvement inverse. Il faut aller vers l'enseignement de langues qui peuvent être des langues régionales, qui peuvent être des langues lointaines, qui peuvent être des langues minorées, et ce, de manière systématique, pour incorporer la différence et ce rapport dans la conscience et la perception de chacun. Mais, et donc j'essaie de clore un petit peu mon raisonnement, ce n'est pas dans une perspective uniquement éthique, morale, pour respecter les minorités. Je crois que c'est une manière d'aller vers une communication plus proche d'une vérité scientifique. Si on considère que la vérité, dans une dimension libérale, dans une dimension qui est un peu celle d'Habermas, sur laquelle je m'appuie, autrement dit, c'est l'accord de personnes averties sur un problème commun. Quand il y a accord entier de personnes sur un problème commun, que ce soit dans le domaine scientifique des sciences dures, mais aussi des sciences humaines et sociales a fortiori, où il n'y a pas de démonstration mathématique, même si la démonstration mathématique suppose quand même un accord entre des parties. On voit bien qu'il y a des débats sans fin entre des mathématiciens, ils ne sont pas forcément d'accord sur ce qu'ils proposent les uns les autres. Donc si on accepte que la vérité, c'est un accord entre des personnes éclairées sur un problème commun, dans la logique d'Habermas, eh bien, je crois que la position qui va du haut vers le bas, qui permet à que des gens qui sont dans une position de force parce qu'ils ont des langues plus prestigieuses, le français, l'allemand, l'anglais, le chinois, le russe, constituent en fonction de ou ça peut être dans un rapport intranational, avec des langues régionales aussi bien sûr. Je crois que s'exprimer dans la langue du plus faible, ce n'est pas un problème moral,
c'est la possibilité la plus grande pour obtenir un accord sincère entre les parties. Parce qu'évidemment, autrement, le risque est grand, je crois que c'est une évidence, tous les diplomates le savent, hein, qu'il y a un intérêt pour celui qui est le plus fort, hein, qui domine dans la relation, d'obtenir que le contrat soit écrit dans sa langue. C'est une évidence. On l'a vu partout. Donc, s'il y a un intérêt pour lui à ce que ce soit écrit dans sa langue, ça veut dire qu'il y a un désintérêt, un désavantage pour l'autre. Donc si on veut rééquilibrer cette situation-là, je crois que de façon générale, globale, c'est une proposition évidemment théorique, il faut faire le mouvement inverse et promouvoir l'enseignement de langues plus faibles, quel que soit le niveau. Encore une fois, ça peut être un niveau régional, ça peut être donc un cadre intranational, mais ça peut être des langues minorées, ça peut être des langues lointaines, donc enseigner le Wolof en Russie, le kurde en Grèce, le tagalog en France, hein, multiplier ce genre d'exemples pour qu'à l'exemple, à l'instar des enfants dont je parlais tout à l'heure, hein, qui sont chacun allés dans un pays différent mais qui reviennent riches d'un dépaysement commun, on arrive à quelque chose du même ordre pour que dans chacun, il y ait cette intégration de la différence et que ça puisse être généralisé. Voilà le propos général de ce livre, hein, qui est donc d'essayer de remettre au centre la catégorie de l'étranger. Je propose cette notion de xénologie, mais d'autres formulations sont possibles. C'est plus une tentative pour nouer le débat. Et je serais ravi d'avoir vos réactions sur cette présentation. Et je vous remercie encore de votre présence aujourd'hui. Comment peut-on interpréter cette proposition de Shiga Naoya qui proposait d'adopter le français comme langue étrangère, comme langue nationale? Merci pour la question. Je crois que dans le cas particulier, il y a deux choses. Il y a un rapport à la guerre et à toute cette période où le japonais a été utilisé, comme dans beaucoup de pays, pour servir un projet impérial au projet militaire, hein. Donc beaucoup d'intellectuels sont sortis de la guerre, d'écrivains comme Shiga Naoya, avec ce sentiment que leur langue avait été violentée, violée, qu'on avait mis en avant des grands mots, des grands slogans militaristes ou nationalistes. Vous voyez, des grands termes extraordinaires. On va à Koichi, 8 coins, un toit. Bon, une sorte de vision d'un empire japonais. Et je crois que ça, c'est exactement ce qui s'est passé aussi en Allemagne. Il y a eu une volonté de raffiner la langue, de se débarrasser de la langue nationale parce qu'elle était polluée par ces mots-là. Ça, c'est la conjoncture. Mais il y a plus largement, je crois, au Japon, un très fort mouvement qu'on retrouve à toutes les époques depuis le milieu du 19e siècle, hein, qui est de trouver une langue commune qui ne soit pas le chinois. Ils ont essayé de se débarrasser du chinois. Ils y ont, d'une certaine manière, réussi, fin 19e. Et ils ont essayé d'en trouver une autre. Ils n'ont pas complètement voulu embrasser l'anglais. Certains l'ont fait, beaucoup l'ont fait, mais ils ne sont pas allés complètement dans cette voie non plus. Et ce que je voulais mettre en avant, c'est la grande mode, popularité de l'espéranto. À partir des années 20 jusqu'à assez tard, hein, dans les années 70, l'espéranto a connu une popularité extraordinaire au Japon, en Corée, en Chine. Et pourtant, l'espéranto, c'est plein de racines occidentales, vous le savez. C'est bien sur aucune de nos langues européennes, mais c'est une sorte de mélange de nos langues européennes, c'est comme le volapük avant. Et puis en plus, vous comprenez bien que c'est écrit en caractère latin. Donc pour les Japonais, pour les Chinois, pour les Coréens, c'est de toute façon déjà un peu occidental. Ça sent le beurre. Hein. Mais ils étaient prêts à accepter ce beurre-là pour au moins ne pas être complètement rabattus sur l'anglais, le français, le russe. Au moins avoir une espèce d'effet de généralité. Donc c'est des questions qui sont très présentes partout. Merci de votre question. Oui. Merci pour votre intervention. J'ai plein de questions. Je vais essayer de réduire. Mais une des questions que j'ai, c'est par rapport au fait que
Vous avez parlé des rapports coloniaux qui sont très compliqués. Une des questions, c'est que les frontières sont des frontières artificielles et que finalement, les langues, très souvent, les langues officielles ont été les langues coloniales adoptées en détriment des langues locales. Donc, est-ce qu'il n'y a pas, vous avez parlé de l'Wolof, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi de valoriser les cultures et les diversités locales de chacun des pays, des autres pays. Et inversement aussi, c'est une autre question, c'est la France avec ses étrangetés à elle-même. C'est-à-dire qu'il y a une diversité linguistique très forte en France. Et je suis assez impressionnée de l'effacement, quelque part, malgré les tentatives de valorisation et de maintenir les cultures et les langues locales. Les écoles, d'une façon générale, elles continuent à faire un effacement des cultures locales, des pays différents. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de la France, de cette incapacité à changer ou à maintenir une ouverture? Bon, ce n'est pas une incapacité, il y a beaucoup d'ouverture, mais il y a quand même quelques freins et qui ne passent pas par les cultures locales. Est-ce que ce n'est pas un mouvement qui va vers l'étranger, qui va vers le local aussi, qui doit être... et une question, par exemple, de comment on veut dire, ce côté un petit peu congelé, on va dire, de la France, c'est... Vous avez parlé des droits de l'homme, des droits universels de l'homme, et des différentes langues que je connaisse. Le français est la seule langue qui maintient l'expression droits de l'homme. Et vous l'avez bien traduit. À l'étranger, c'est les droits universels, les droits humains. Donc, on a un petit peu sorti de cette masculinité de l'expression, qui va vers quelque chose qui est plus universel. Voilà. Mais pour moi, c'est quelque chose qui démontre quelque chose qui est un peu congelé, qui a du mal à sortir et d'avoir une ouverture. Merci pour vos remarques. Vous l'aurez noté, j'ai essayé d'éviter de trop centrer ma présentation sur un pays en particulier, même si de temps en temps j'ai pris un exemple en parlant d'une région ou d'un pays, j'ai pu le faire. Mais autant que possible, j'ai tenté, et c'est pour ça que j'ai organisé le livre de cette manière, à travers des fonctions qui me semblent pouvoir être retrouvées partout. C'est parce que quand on regarde les choses de manière un peu plus large, on s'aperçoit que ce que vous décrivez est un phénomène extrêmement répandu. Vous allez en Inde actuellement, pays qu'on a valorisé pour sa richesse, sa diversité linguistique. On voit une attrition massive avec le hindi qui aujourd'hui prend une place de plus en plus grande. Même dans les journaux européens, on commence à en parler. En Chine, c'est la même chose. Le japonais, je ne vous en parle pas. Le turc, bon. Bref, c'est un phénomène qui est très large. Et je crois que le prisme national, hélas, n'est pas le bon. C'est pour ça que je crois qu'il faut essayer d'avoir une réflexion plus large, d'où l'importance de la théorie, parce qu'elle permet de sortir des logiques d'appareil, des logiques des problèmes. On va dire, bon, bah oui, mais en France, comment c'est? En France, on a tel souci. D'accord, hein, mais je crois sincèrement que cette solution que je propose, a fortiori dans le cadre aujourd'hui d'un développement des traducteurs automatiques, hein, où l'intercommunication de base est en partie résolue, est vraiment un chemin est un chemin qui mérite d'être exploré, parce qu'il y a là une possibilité d'arriver à un accord plus fort, hein, sur ce qui fait vérité pour des parties
qui n'ont pas la même culture, qui ne vivent pas dans les mêmes endroits, qui ne partagent pas la même langue. Oui. Vous avez parlé de théorie, puis-je me permettre de vous faire part de ma théorie sur l'universel? Voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas exactement comment je vais faire, mais je vais essayer de condenser ma pensée. Et je vais essayer, dans un premier temps, brièvement, de la réduire à l'humain. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Madame, de ne pas parler de l'homme, mais de parler de l'humain. C'est tout à fait différent. Je pense que depuis le début des temps, jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, il n'y a pas eu, il n'y a pas et il n'y aura pas un seul humain identique. En ce sens, pour moi, l'universel est cette absolue différence. C'est la seule, pour moi, c'est le seul universel qui est cette différence fondamentale qui a existé, qui existe et qui existera toujours entre tous les humains, et je pourrais l'élargir à la totalité du vivant. Voilà, je vous soumets ma théorie et ce que vous pouvez en penser. Je vous remercie, et c'est en effet une position qui est souvent mise en avant comme, comment dire, position absolue de réfutation de l'universel, puisque c'est l'absolue différence. Mais la question est donc celle de la vérité. Comment est-ce qu'on se met d'accord sur les choses? Donc, comment est-ce qu'on arrive à accepter qu'une proposition simple, 2 + 2 = 4, est vraie? Parce que les notations mathématiques peuvent aller dans ce sens-là. Tout le monde dit bah, c'est une évidence. Enfin, vous prenez, je pense, à ce livre qui s'appelle Coamo, parle d'une expérience d'un anthropologue avec des populations kanaks en Nouvelle-Calédonie, et qui explique que quand il a essayé d'expliquer que 2 + 2 = 4, ça ne faisait pas du tout sens, parce que d'abord les personnes n'arrivaient pas à lire les chiffres, ça ne faisait pas sens, plus, je ne sais pas ce que c'était. Donc ça a été utilisé comme décoration, il était frappé au-dessus d'une maison. Bref, tout doit être traduit, tout doit être interprété. À partir de là, comment est-ce qu'on arrive à trouver un point commun? Alors pour les questions de sciences dures, de mathématiques, les scientifiques considèrent qu'on arrive à une généralisation de ce langage, et c'est vrai, on n'est pas loin d'une généralisation de ce langage mathématique qui nous permet une forme d'accord sur ce dont on parle, mais dès lors qu'on est dans les sciences humaines et sociales, ce n'est pas du tout le cas. Donc je crois qu'il faut essayer d'arriver à une solution pour espérer, si le mot universel ne vous va pas, arriver à définir du commun, une généralité la plus grande possible, afin que l'on puisse s'entendre. Bien sûr, ce sera provisoire et ce sera réfuté. Juste un point, je cède le micro. Justement, je pense que si chaque individu est conscient que ce qui est important, c'est la différence entre chaque individu, comment ne pas accepter la différence de l'autre? Alors, c'est ça, je suis d'accord. Je suis absolument d'accord avec vous, mais j'ai mieux compris. Excusez-moi, j'aurais dû répondre. Mais ma proposition est de dire, très bien, mais tant qu'on l'exprime de cette manière-là, c'est abstrait. Oui, c'est théorique. C'est théorique, je suis d'accord. C'est abstrait, alors que si l'on fait l'effort, et peut-être que vous l'avez fait, et qu'en fait ce n'était pas théorique, et que ça devient d'une expérience qui vous est propre, d'avoir assimilé une langue lointaine, d'avoir découvert une langue régionale, d'avoir fait ce travail ou engagé des relations fortes avec des personnes qui sont d'un milieu social beaucoup plus modeste. Ça peut s'exprimer de différentes manières. Cette incorporation de la différence, à partir du moment où vous l'avez incorporé, ce qui est une praxis, donc c'est une théorie qui se réalise, eh bien, à partir de ce moment-là, je m'accorde avec vous. Tout à fait d'accord. J'ai entendu parler, vous avez parlé aussi de l'espéranto. Et vous pensez que grâce à l'espéranto, on pourrait peut-être universaliser
la communication, puisque les Japonais et les Chinois s'intéressent aussi à l'espéranto. Alors, la question que je vous pose, est-ce que vous pensez qu'on pourrait universaliser l'espéranto ou l'anglais? Parce que l'anglais commence vraiment à gagner toutes les sphères de la planète, y compris même le chinois ou le japonais, que j'ai appris à l'université. Je m'étais dit, c'est pas la peine d'apprendre le chinois ou le japonais. Quand je vais dans leur pays, j'étais accosté par des Chinois ou des Japonais, ou encore d'autres, les Vietnamiens, qui veulent bien pratiquer l'anglais avec moi. Alors, la question que je me pose, donc, est-ce que l'anglais sera une langue universelle ou l'espéranto qu'on va créer? Est-ce que c'est possible? Voilà. Merci pour votre question. Alors, s'agissant d'un espéranto à venir, hein, je crois qu'il y a un vice fondamental qui tient à l'écriture. Il y a eu des expériences qui ont été faites pour essayer de répondre à ce travers que je mentionnais tout à l'heure pour l'espéranto, à savoir que l'essentiel des racines sont des racines des langues européennes. C'est pareil pour le volapük. Alors, certains ont décidé de tirer au sort les mots. 6, ça va être tel son. 7, ça va être tel son. 8, ça va être tel autre son. D'accord ? Et puis comme ça, on va fabriquer des mots complètement au hasard qui correspondent à telle ou telle réalité. Mais outre le fait qu'il y ait une sorte de non-homogénéité des concepts, que un vase, est-ce que ça a vraiment le même sens en Wolof, et pareil pour les couleurs, enfin ça j'en parle même pas. Bref, le problème de graphie. Si vous utilisez des caractères latins pour noter cette langue, c'est déjà fichu pour toutes les cultures qui n'utilisent pas les caractères latins. Si vous utilisez les idéogrammes, c'est fichu pour tous ceux qui utilisent les idéogrammes. Bref, je crois qu'il y a un problème déjà de transcription qui va poser de gros problèmes. Donc, j'en viens maintenant à l'anglais, ou une langue qui serait le successeur de l'anglais, une sorte de globish universel. Vous avez raison, c'est quelque chose qui se diffuse, mais je crois qu'on a tous expérimenté ces rapports ces rapports de force, encore une fois, dans des communautés qui parlent l'anglais. La finasserie de quelqu'un qui parle un bel anglais d'Oxford ou de la côte est américaine est évident, on l'entend dans son accent. C'est quelque chose auquel je suis sensible, parce que je suis moi-même d'origine en partie anglaise, et on l'entend tout de suite. Je veux dire, c'est pas parce qu'on parle anglais qu'il n'y a pas de rapport de force. Enfin, il suffit d'aller en Angleterre et d'aller de Londres à Oxford, à Manchester et à Édimbourg pour tout de suite sentir que dans l'anglais même, il y a des rapports de force. Donc, on ne va pas les faire disparaître, ces rapports de force, parce qu'on parle la même langue. Il y aura des problèmes de classe, il y aura des problèmes d'éducation, des problèmes de milieu qui font que ça va se maintenir. Et en plus, il est évident qu'il va falloir, il y a des gens qui font des dictionnaires, il y a des gens qui relisent les journaux, il y a les éditeurs. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des éditeurs anglo-saxons à Columbia, à Cambridge, à Oxford. Ils corrigent, ils réécrivent. Ça, c'est juste, ça, c'est faux. Il y a une définition de la norme. Et quand vous êtes étranger, que vous connaissez la langue, vous êtes maladroit, vous êtes en situation de faillite, de faiblesse en tout cas. Vous ne pouvez pas dire non. Là, moi, je maintiens. Moi, c'est ce que je fais avec mes éditeurs en français. Ils me font des propositions de correction. J'adore. Je suis très reconnaissant aux correcteurs qui me font des propositions parce que ça m'aide. Souvent, ils ont une bonne idée. Mais parfois, je ne suis pas d'accord du tout. Je dis non. Là, on maintient. C'est-à-dire que je suis capable de peser face à quelqu'un qui impose une norme. Dans un contexte international où l'anglais serait la langue de tout le monde, il est évident qu'il y aurait certains qui auraient la maîtrise de la norme et d'autres qui ne l'ont pas. Donc on n'arrivera pas à grand-chose de cette manière-là. Les rapports de force seront toujours très forts. C'est vers là qu'on va, dans un sens pratique, je suis bien d'accord, mais je ne crois pas que ce soit la meilleure manière de parvenir à un monde qui
et un consensus le plus fort vis-à-vis des situations humaines. Savoir si, par exemple, il faut mettre une centrale électrique ici ou la mettre là, construire un barrage, fabriquer une usine, développer un champ, développer telle chose éducative. Tout ce genre de dialogue qu'il faut essayer d'avoir entre les peuples, je crois qu'on arriverait à quelque chose de plus solide si on le faisait dans la langue des pays, des pays les plus vulnérables, plutôt que dans la langue des pays les plus forts, parce que l'avantage est double, ils sont déjà plus forts et en plus ils ont l'avantage dans la maîtrise de la langue. Là, je suis d'accord avec vous, ce que vous avez dit. Quand on parle d'une langue étrangère, par exemple l'anglais, je le parle comme je le sens. Et je me fais corriger constamment en disant grammaticalement pas correct. Donc, alors, si jamais je maintiens ma position, à ce moment-là, ils vont dire que toi, tu ne connais pas le grammaire anglais. Tu ne pourras jamais bien parler l'anglais. Alors, c'est complètement faux. Parce que si j'utilisais tel mot en anglais, parce que je pense comme ça, mais pas grammaticalement, si vous voulez. Bon, eux, ils ont dit, le grammatical, comme vous dites, c'est un rapport de force. C'est vrai, le grammaire s'impose à tout le monde, comme ils ont dit. Le grammaire s'impose à tout le monde. Donc, ça, c'est un peu aussi rigide comme raisonnement. Parce que moi, je connais le chinois. Le chinois, pourquoi Mao Zedong, il a inventé le mandarin? Là, il a pris toutes les sons, même pas les mots, les sons qu'il entend. Et à ce moment-là, il a créé la nouvelle langue chinoise, qui est parlée par tous les Chinois, qu'on appelle le mandarin maintenant. Alors, est-ce que nous n'allons pas évoluer vers ça en prenant toutes les sons du monde qu'on entend et créer une langue par les sons? Parce qu'effectivement, l'écriture vient après les sons. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de Oui, c'est une proposition. Elle ne me parle pas autant mais je vous remercie et je réfléchirai à cette question. Il me semble qu'en Chine, encore aujourd'hui, il y a malgré tout il y a non seulement des dialectes, mais il y a des accents. Il y a des gens qui ont un chinois qui va être plus de Pékin, d'autres sur le mandarin, je parle. Donc, je doute que cette question de la maîtrise de la norme disparaisse. On le voit bien, ce sont des télévisions unifiées. Regardez aussi en Corée du Nord, je parle, comme il est important de choisir certains speakers ou speakerines à la télé pour exprimer quelque chose, une nouvelle importante. Donc on voit bien que dans l'intonation même, il y a la représentation d'un pouvoir. Je crois que ce n'est pas prêt de disparaître. Simplement, je voulais savoir quel est le rapport, quel est le lien entre votre démarche universaliste et le pacifisme. Je crois que si on arrive à des solutions les plus consensuelles possibles sur un mode véritablement partagé, on prend l'exemple de la construction, développement je sais pas, d'une industrie fruitière dans un pays. Bon. Il y a un pays qui a envie de tels fruits, de la canne à sucre, du sucre, puis il y a tel autre pays, il a des terres. Est-ce qu'on l'installe, est-ce qu'on ne l'installe pas? Il y a un débat. Si ce débat se fait, comme je le dis, dans la langue de la petite île, un peu plus faible, un peu plus pauvre, souvent beaucoup, je pense que s'il y a une décision in fine d'arriver à l'idée qu'on va construire des champs, développer des champs de canne à sucre, il y a beaucoup plus de chances que ce soit une décision assumée, ensuite respectée, puisqu'elle est concertée dans la langue du plus faible. Et par conséquent, dans la mesure où c'est concerté et que c'est assumé par la partie la plus faible, je pense que c'est propice à un équilibre des forces et donc à une situation pacifique.
C'est dans ce sens-là, c'est un pacifisme qui ne vient pas du haut, qui n'est pas surplombant, qui n'est pas en effet dans cette logique, on va dire, du cosmopolitisme tel qu'il s'est développé depuis le XVIIIe siècle, qui fondamentalement est monologique, hein, qui tire vers du un gouvernement, une langue, un texte, une constitution mondiale. Hein. Bref, je ne suis pas dans une monologie, c'est un terme que j'utilise parfois, mais dans une dialogie, dans quelque chose qui s'exprime par le dialogue, dans la langue du plus faible. L'altérité, est-ce que vous pouvez préciser un petit peu je ressens un peu ce que ça peut vouloir dire, mais j'aimerais bien vous entendre sur la différence entre l'altérité et puis... Et l'étranger ? Ouais. Tout à l'heure, ça a été exprimé par monsieur. On est tous les étrangers les uns aux autres. On aime d'ailleurs, on doit le reconnaître, un peu étranger à soi-même parfois. La question du soi et de l'altérité est une relation binaire qui est extrêmement massive, hein, et que je crois, comme je le disais en introduction tout à l'heure, écrase la différence. Hein. Elle est du type oui-non. C'est identique, différent. C'est ça le soi ou l'altérité. Et il me semble que la variété de nos parcours, la variété de nos langues, la variété de nos positions font que c'est trop binaire. Voilà, c'est trop binaire. Je vous remercie infiniment pour vos questions et votre présence ce soir. Merci beaucoup. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée samedi 14 janvier 2023 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, en présence de Michael Lueken, à l'occasion de la publication de son dernier ouvrage chez Amsterdam, intitulé L'universel étranger. Réalisation et mise en onde, Radio Radio.